Tout le monde est bienvenu dans ce cours sur les fonctions trigonométriques. Dans le premier vidéo ici, on va faire les rappels des choses que vous devriez avoir déjà vues et que vous allez avoir besoin pour le cours. Donc, allons-y. Premièrement, lorsqu'on parle d'angle dans un plan cartésien, on va faire une distinction de différents angles à différents endroits. C'est-à-dire qu'on va toujours fixer notre angle comme commençant à l'axe des X. Et si je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça va être positif. Si je vais dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va être négatif. Par rapport toujours à l'axe des X. C'est quoi un degré? Bon, vous savez c'est quoi un degré. Si je prends un tour complet et je le divise en 360 morceaux, chacun des morceaux va s'appeler 1 degré. Donc 180 degrés, c'est la moitié d'un tour et 90 degrés, c'est le quart. Souvent, ce qui cause un peu plus de problème, c'est quoi un radian? Bien, tout simplement, un radian, c'est si je prends la longueur du rayon d'un cercle et que je le mets sur la circonférence, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez ici, j'ai pris le rayon et je l'ai mis sur la circonférence du cercle. Bien, l'angle que cela ça forme, cet angle-là ici, c'est ce qu'on appelle un radian. Okay? L'angle que, si je prends le rayon du cercle, je le mets comme étant un arc plutôt du cercle. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça, là, un segment de la circonférence. C'est ce qu'on appelle un arc du cercle. Donc, si cet arc-là a la même longueur que le rayon, l'angle que ça forme, c'est un radian. Donc, on peut trouver c'est quoi un angle en radian en général en prenant la longueur d'un arc et en le divisant par le rayon du cercle. Hein, par exemple, si j'avais 2 fois le rayon, ben j'aurais 2 radians, ça serait l'angle que ça formerait ici. OK? Donc, on peut aller voir, donc ça c'est ce qu'on vient de parler ici, c'est la longueur de l'arc divisé par le rayon du cercle me donne l'angle en radian. Ensuite de ça, on va parler de c'est quoi l'angle d'un tour au complet si on essaie de le mettre en radian. Moi, je sais que probablement que vous l'avez déjà vu certainement, peut-être que vous en rappelez. Donc, comment que je fais pour savoir? Bien, je vais prendre encore là l'arc, une longueur d'arc. Bien, d'un tour au complet, la longueur d'arc, c'est la circonférence du cercle au complet. Hein? C'est le tour au complet, c'est la circonférence. Ça, on sait que c'est 2 pi r. Et je veux le diviser par le rayon du cercle. Donc, ça va me donner r. Donc, quand je fais ma division, ça va me donner 2 pi. Et ça veut dire que je peux agrandir ou rapetisser, c'est pas grave. La relation entre la circonférence et le rayon va être la même. Donc, la circonférence au complet divisée par le rayon va toujours me donner le 2 pi, qu'on peut appeler 2 pi rad. Donc, c'est quoi un addon ici? C'est la circonférence sur le rayon. Donc là, je me pose la question, comment on fait la relation d'équivalence? Encore là, je sais que c'est des choses que probablement que vous vous souvenez. Bon, si un tour complet, c'est 360 degrés, dans l'unité de degré, et si c'est 2 pi dans l'unité rad, ben, dans ce cas-là, on a une équivalence et on peut faire une règle de 3 ou un produit croisé, dépendamment comment vous appelez ça. Donc, c'est comme si, mettons, je veux mettre, je sais pas moi, des mètres en pieds. Si j'ai cette conversion-là, je vais pouvoir faire une règle de 3. C'est ça qu'on va faire en suivant. Maintenant, on va regarder l'exemple 1. Donc, quelle est la mesure d'un angle de 270 degrés en radian? Donc, je sais que 270 degrés, là, on va comparer essentiellement les rapports d'un tour complet. Donc, ça, c'est typiquement la règle de 3. Donc, 270 degrés sur 360 degrés me donne la proportion d'un tour complet. Et ça va être la même que la valeur qu'on cherche sur le 2pi, vu que c'est aussi un tour complet. Et là, on peut isoler et on peut calculer que x, dans ce cas-ci, va être 3pi sur 2. J'ai tendance à garder le pi séparé, étant donné que sinon, ça devient un chiffre décimal. Comme ça, j'ai ma valeur exacte. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas rentré, j'ai pas multiplié par le pi, là, la valeur décimale du pi. Quelle est la mesure d'un angle de 2 pi rad en degrés? Bien, même principe. Cette valeur-là de radian, divisée par un tour complet en radian, c'est-à-dire 2 pi, devrait me donner la même chose que le chiffre que je cherche par rapport à un tour complet en degrés, qui est 360 degrés. Donc, le 2 pi sur 3, si je le divise par un tour complet, ça va me donner la proportion du cercle qui correspond ici. Et je veux savoir combien, c'est cette proportion-là, qu'est-ce qu'elle devient quand je le compare à 360 degrés. Donc, 2 pi sur 3 sur le tour, un tour en radian va être la même chose que ce qu'on cherche sur un tour en degrés. Et après ça, on isole. Donc, avec un petit peu de maths, on voit que x est égal à 120 degrés. Donc, de bien écrire les unités ici. Lorsque c'est des degrés, il faut vraiment l'indiquer. Quand c'est des rads, il ne faut pas nécessairement l'écrire. Parce que techniquement, des radians, ça n'a pas d'unité. C'est un petit peu bizarre de dire ça, là, parce qu'on a tendance à dire que le radian est une unité de mesure. Mais je ne vais pas dans les détails pourquoi on dit que ça n'a pas d'unité, mais essentiellement, si on n'écrit rien, on prend pour acquis que c'est des radians.
la chose qui vient rapidement quand on parle de trigo, c'est le cercle trigonométrique, très important. Ça a l'air d'une affaire mystérieuse, mais essentiellement, c'est juste un cercle centré dans le plan cartésien, donc autour de 0. Et ce qui est très important, qui fait que c'est le cercle trigonométrique, c'est que son rayon est de 1. Très important, et on va voir ça dans quelques secondes. Pourquoi c'est important? Mais ici, on peut dire que le cercle trigonométrique est la représentation graphique d'une certaine relation. On va voir pourquoi c'est le cas, mais cette relation-là, dans le cercle trigonométrique qui vient d'apparaître ici, comme je dis, c'est un cercle centré à l'origine. Et de rayon 1, on peut le voir par exemple, le point ici, c'est le point 1, 0. Donc son rayon, c'est 1. On a le point 0, 1 en haut. On peut voir facilement que le rayon est de 1. On va aller à travers les détails rapidement tantôt. Mais ce cercle trigonométrique-là, une chose qu'on va être capable de voir à l'intérieur, c'est que ça forme plein de triangles, d'où le terme trigonométrique. Et la relation qui va en sortir, c'est sin carré plus cos carré est égal à 1. On va voir pourquoi c'est le cas. Donc, on va aller à la page 4 maintenant et on va parler un petit peu du cercle trigonométrique et de certaines fonctions trigo. Vous allez remarquer que j'ai commencé par le bas, je vais ensuite monter et faire la page un petit peu à l'envers. Donc, ici, je vous ai mis un cercle trigo en haut à droite, puisqu'on va appeler le premier cadran. Et je veux qu'on parle de certaines choses. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça a l'air, ça? Bon, mettons que je veux faire une mesure dans le cercle trigo. Je viens de faire un segment ici. Ça, vous voyez que ça correspond à 30 degrés, qui correspond à pi sur 6 radians, donc un peu la conversion qu'on avait parlé avant. Et on a deux valeurs qui sont associées ici. Essentiellement, c'est le point dans le plan cartésien. Dans le plan cartésien, j'ai un point ici. Et on sait que la longueur du segment rouge ici, vu que c'est le rayon, devrait être égale à 1. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la valeur du point ici, qui correspond à ce segment-là, a une certaine longueur x, ici en bas, une certaine coordonnée x, je devrais dire, et une coordonnée y. Et on voit que dans ce cas-ci, c'est ça que ça nous donne. Hein? Le racine de 3 sur 2, c'est la coordonnée en x. Et le 1/2, c'est la coordonnée en y. Et ça, c'est le cas lorsque mon segment est sur 30 degrés et pi sur 6. Donc, vous voyez déjà, le but du cercle trigonométrique, c'est de relier l'angle qui se trouve ici, encore là, qui commence à l'axe des x et qui va dans les positifs. Donc, relier cet angle-là avec les valeurs x, y. Avec les valeurs qui nous sont données ici pour le point. Donc, on relie l'angle avec le point, sachant que le rayon est de 1. En fait, c'est ça le cercle trigonométrique. Donc, allons-y. Ce triangle, comme j'ai dit, va nous permettre de relier l'angle θ et les coordonnées x, y. Donc, en fait, j'ai juste pris le triangle ici et je l'ai descendu en bas. Donc, comme on voit que c'est x, que c'est y en vert et que j'ai mon rayon 1 avec mon angle. Donc, j'ai même plus rendu là, j'ai plus vraiment besoin de mon cercle trigo. Tout ce qui fait mon cercle trigo, c'est qu'il considère plein de triangles en même temps. Mais vraiment, un triangle à la fois, c'est de ça que ça a l'air. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux me poser la question, comment est-ce que je fais pour relier un angle dans un triangle comme ça? Ben, on connaît SOHCAHTOA, hein? Sinus, c'est opposé sur hypoténuse, comme que je viens d'écrire. Donc, si je sais que sinus de θ, l'angle que j'ai juste ici, c'est opposé sur hypoténuse, ben son opposé, c'est y, puis son hypoténuse, ben on sait que c'est le rayon, qui a une longueur de 1. Donc, ça devient y sur 1, comme on peut voir ici. En fait, ça veut dire que c'est juste y. Donc, on vient de voir que le sinus de l'angle que j'ai ici me donne exactement la valeur de mon segment vert que j'ai ici. Valeur voulant dire la longueur de ce segment-là. Et ça correspond à ma coordonnée en y qui est 1/2 ici. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que si je fais sinus de cet angle-là, qu'on connaît comme étant, disons, allons-y en radian, pi sur 6, ça veut dire que sinus de pi sur 6 me donne 1/2, parce que c'est la coordonnée en y. Ensuite de ça, si je fais la même chose avec le cosinus, bien cosinus, je sais dans SOHCAHTOA que c'est adjacent sur hypoténuse. Adjacent, dans notre triangle qu'on a juste ici, notre θ, c'est adjacent, c'est x. Et encore là, c'est sur l'hypoténuse qui vaut 1. Donc, on a x sur 1, qui est en fait juste x. Donc, le cosinus de l'angle ici vaut x, vaut la longueur du segment qu'on a ici. Là, mon doigt ne se rend pas, là, mais la longueur du segment qu'on a ici. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, ça veut dire que cosinus de pi sur 6 me donne racine carrée de 3 sur 2, parce que le x, c'est le premier des deux. Donc, dans le cas ici, ce qu'on a, c'est que n'importe quel point xy, hein, n'importe quel de ces points-là, de ces coordonnées qui vous est donné, correspond aussi à cosinus de θ et à sinus de θ. OK? Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça vous permet de savoir
mettons, si je vous demande, encore là, si je reprends l'exemple qui est dessiné en ce moment, pi sur 6, ben, je peux dire que le premier me donne le cosinus de l'angle et le deuxième me donne le sinus de l'angle. Donc, racine carrée de 3 sur 2, c'est cosinus de pi sur 6. Et 1/2, c'est sinus de pi sur 6. Et ce qui est le fun avec le cercle trigo, c'est que vous pouvez voir que tous ces points-là correspondent à chacun à des triangles et correspondent chacun à une coordonnée x, y. Donc, pour chacune de ces valeurs-là, on a essentiellement indiqué c'est quoi la valeur de cos, puis c'est quoi la valeur de sin correspondante. Si c'était juste à ça que ça servait, le cercle trigo, peut-être qu'on s'en servirait pas trop. Vous allez voir qu'en fait, ça nous permet de comprendre un peu plus que ça, surtout quand on fait de la résolution d'équations. Mais pour l'instant, c'est ça que je veux qu'on retienne. C'est juste des triangles qui sont dessinés à chacun des points qui relient l'angle avec la coordonnée. Pourquoi est-ce que je dis que la relation que ça nous écrit, c'est cos carré plus sin carré est égal à 1? Mais si je reprends ce triangle-là et que j'y vais ici, je l'ai dessiné là, ben, on vient de dire que x, c'est cos. Puis on vient de dire que notre y, c'est sin. Donc, dans un triangle, on a un triangle rectangle. Hein, c'est très important, je n'ai pas trop mentionné ça, là, mais tous ces triangles-là qui sont dessinés sont tous des triangles rectangles. Voulant dire qu'ils ont tous un angle de 90 degrés ici. Bien, vu que c'est un triangle, on a le droit de faire Pythagore. Puis Pythagore nous dit x au carré plus, d'habitude on va dire a au carré plus b au carré est égal à c au carré. C étant l'hypoténuse. Bien, si on applique ça, ben, on va avoir quoi? On va avoir cos ici au carré plus sin au carré va être égal à 1 au carré qui vaut 1. Donc cette relation-là vient tout simplement de Pythagore dans le cercle trigonométrique. Un petit truc mnémotechnique pour se souvenir de l'ordre, c'est un truc un petit peu niaiseux, c'est comme quand on parle de concavité, on fait bonhomme souriant, bonhomme baboune. Là. Mais ici, moi, ce que je dis, c'est que c'est quoi un cercle trigonométrique? C'est juste un cossin. C'est juste un cossin. Cosine. Ça nous permet de se rappeler de l'ordre que c'est toujours cos c'est x et sin c'est y. Une première chose qui découle de ce cercle-là, c'est que qu'est-ce qui arrive si je commence à un endroit, donc par exemple que je suis à pi sur 4 ici, et qu'après ça, je fais un tour au complet, bien, je vais revenir exactement à même endroit, pi sur 4. Ce qui veut dire que, par exemple, sinus de pi sur 4, on sait que ça donne la deuxième coordonnée, donc ça donne racine carrée de 2 sur 2. Mais si je fais sinus de pi sur 4 plus 2pi, tout à l'intérieur du sinus, c'est-à-dire je rajoute un 2pi sur l'angle au complet, bien, je vais avoir encore une fois la même valeur pour mon sinus. Donc on peut voir que si je fais un tour complet, ça revient au même point. C'est ça qu'on appelle une fonction périodique et la période va être de 2pi si l'angle est tout seul à l'intérieur. Donc tout ce que ça dit, ça, c'est essentiellement ça, c'est qu'un point θ va être la même chose qu'un point θ si je rajoute des multiples de 2pi. Le k veut dire, vu que k fait partie, si vous vous rappelez de ça, ça veut dire les entiers. Donc 1, 2, 3, 4, mais aussi 0 et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Essentiellement, si j'ajoute des tours ou que j'enlève des tours complets de 2pi, ça revient à la même chose. Si on travaillait en degrés, évidemment, ça serait qu'il faudrait rajouter des 360 degrés au complet. À chaque fois que je rajoute un 360 degrés, je reviens au même point. En radian, c'est 2pi. Donc, de quoi ça a l'air, ça? Ça va avoir l'air de ça ici. Donc, sinus de θ, ou bien sinus de θ plus 2pi, ou bien sinus de θ plus 4pi, ou moins 2pi, que je rajoute n'importe quel multiple, ça va donner la même chose. Et même chose pour le cosinus. OK? Donc, juste, ça va être important, ça, c'est des tours complets. On peut enlever, ajouter des tours, c'est pas grave, ça donne la même réponse au bout de la ligne. Faut faire attention, ça ne veut pas dire que l'angle est le même. Hein. On ne peut pas dire que pi sur 6 et pi sur 6 plus 2pi, c'est la même valeur. Par contre, lorsque je fais sinus de cet angle-là, ou cosinus de cet angle-là, ça va m'ordonner le même chiffre. Donc, il y a une distinction à faire ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre un cercle trigonométrique et essentiellement pour chacune des valeurs d'angle, on a un point. Mettons si on le prend pour sinus pour commencer. Et pour chacun des angles, j'ai une valeur. J'ai 1/2 pour pi sur 6, j'ai racine carrée de 2 sur 2 pour pi sur 4, etc. Bien ça, je peux faire des points avec ça et je peux tracer une fonction. Et c'est tout ce que c'est la fonction sinus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris par exemple, vous voyez en rouge ici, j'ai mis le segment qui correspond à un angle de 0. La valeur en Y, c'est 0. Donc, on a sin de 0 est égal à 0. Et on a notre point qu'on peut mettre ici. Après ça, je vais aller voir, mettons, vous voyez, suivez là, dans le cercle trigo, j'ai le point lorsque sinus est égal à pi sur 2. Bien, à cet endroit-là, ma valeur de mon sinus, c'est la valeur en Y, donc il vaut 1. Donc, sinus de pi sur 2 vaut 1.
Et on peut continuer comme ça. Sinus de pi va valoir la valeur en Y qui est 0. Puis vous voyez, je trace les points à mesure ici. Hein? À pi sur 2, on a dessiné 1. À pi, je vais dessiner 0. Et on peut continuer. À 3 pi sur 2, on a moins 1, ce qu'on a calculé tantôt. Et vous voyez, ça trace cette courbe-là. Là, j'ai fait les points juste importants, mais essentiellement, on pourrait le faire pour tous les points entre. Et ça nous tracerait ça. Ce que c'est, une manière de le voir, c'est qu'on a pris cercle trigo et on l'a déroulé sur l'axe des x. Et ça nous a donné cette fonction-là. On peut évidemment faire la même chose pour cosinus. Donc là, on prend juste toutes les valeurs plutôt en x au lieu de prendre les valeurs en y comme on vient de faire. Donc si je fais le même principe, j'ai mon segment ici, mais là, la valeur en x, c'est 1 à l'angle 0. Donc à l'angle 0, j'ai 1. Ensuite, à pi sur 2, j'ai 0, ce qu'on vient de dessiner ici. À 3 pi sur 2, j'ai moins 1, ce qu'on vient de dessiner ici. Excusez, à pi, je veux dire, on a moins 1. Et à 3 pi sur 2, on est revenu à 0. Donc le point qu'on a ici. Donc encore une fois, on pourrait faire toutes les valeurs entre et c'est ça que ça nous donnerait ici. Évidemment, il y a d'autres fonctions. Donc, on se rappelle SOHCAHTOA. Donc essentiellement, on prend, quand on a bâti sinus, puis cosinus, puis même tangente, ce qu'on fait, c'est juste qu'on prend différentes relations dans le triangle. Hein. Opposé sur hypoténuse, c'est sinus. Adjacent sur hypoténuse, c'est cosinus. Si on fait opposé sur adjacent, c'est tangente. Donc, toutes les combinaisons possibles me donnent sin costan. Puis on peut aussi inverser les deux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, disons, adjacent sur hypoténuse, on pourrait faire hypoténuse sur adjacent et y donner un nouveau nom. Ben, ça, tout ce que c'est sécante. OK? Donc, sécante, c'est 1 sur cos. Donc, essentiellement, c'est juste les différents rapports dans le triangle. Sin costan nous donne tous les rapports possibles, mais des fois, c'est bon d'avoir essentiellement inversé le numérateur puis le dénominateur. Et ça nous donne sécante, cotangente et cosécante. Donc, allons-y ici, là, juste pour vous rappeler. Tangente, c'est sin sur cos. C'est une autre manière de le voir. Hein, on va utiliser ça. Tangente, c'est sin sur cos. Sécante, c'est 1 sur cos. Cotangente, c'est cos sur sin. Ou si on veut, 1 sur tan. Hein, c'est la même chose. Cosécante, c'est 1 sur sin. Moi, mon truc, c'est que sécante et cosécante vont avec sin et cos. Et qu'il y a un seul co. Hein? Cosinus va avec sécante. Et cosécante va avec sinus. Bon, c'est juste un truc de mémoire. Là. Il y a des vraies raisons pourquoi ça s'appelle comme ça. Là. Il y a de la trigonométrie qui a été faite dans le temps des Grecs, là, qui fait que ça a des raisons. La raison pourquoi ça s'appelle tangente, par exemple, dans une fonction trigo, puis qu'on parle de tangente de fonction, puis on est comme, pourquoi vous n'avez pas choisi des noms différents? C'est parce qu'il y a un lien ici. Là. On va pas le faire dans ce cours-ci, mais il y a un lien qui existe. Donc, la fonction tangente, de quoi ça a l'air? Sin sur cos. Essentiellement, qu'est-ce que j'ai fait? Sin sur cos, on se rappelle, sin, c'est la valeur en Y et cos, c'est la valeur en X. Donc, pour dessiner tan, il faudrait faire un peu ce qu'on a fait tantôt. Mais à la place de prendre juste la valeur en Y ou juste la valeur en X, comme on l'a fait, il faudrait prendre la valeur en Y divisée par la valeur en X, sin sur cos. Et ce que ça ferait, c'est que ça nous donnerait ce graphique-là. On peut voir qu'il y a des asymptotes verticales qui apparaissent à certaines valeurs. Ces valeurs-là vont être quoi? Vont être les endroits où il va y avoir une division par 0. On a vu ça au niveau des limites. Ça va être une division par 0. Donc, on peut voir qu'essentiellement, la division, c'est lorsque cosinus est égal à 0. Je vais avoir ces asymptotes-là qui apparaissent. Fonction trigonométrique inverse. Donc, comme on a parlé dans l'exponentiel, si j'ai un exponentiel et que je veux l'isoler, il y a des bonnes chances que j'aurai besoin d'avoir sa fonction réciproque, qui était un log. Même chose si je commence avec log, je vais avoir besoin de l'exponentiel. Bien, chacune des fonctions trigo ont leur fonction réciproque. Et ils ont été gentils ici. Ils l'ont juste appelé arc, sin, arc, cos, arc, tan, etc. C'est juste arc, la fonction elle-même. Tout ce qu'on connaît sur la fonction log et la fonction exponentielle qui s'annule parce que c'est des réciproques, c'est le même principe ici avec sinus et arc-sin. Il y a une chose par contre au niveau de la limitation du domaine qui est important à considérer. Donc, on a vu qu'une fonction réciproque, si on prend x et y et on les inverse, ça va me donner la fonction réciproque. La fonction réciproque de sinus a l'air de ça. Le problème ici, c'est que ça, c'est pas une fonction. Si je prends ce qui est en bleu, c'est pas une fonction. Hein? Parce que si je fais le test de la droite verticale qu'on a vu là, au début de la session, essentiellement, à cause que pour une valeur de x, j'ai plusieurs valeurs de y, ici j'en ai une infinité, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une fonction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter notre segment ici. On va pas prendre toute la fonction en bleu, on va juste prendre ce que j'ai mis en rouge. Ça, c'est ce qu'on va appeler la fonction arc-sin. Okay? Et c'est pour ça que vous allez avoir, vous voyez ici, j'ai mis que le domaine est entre moins 1 et 1. Ben ça ne change rien. Hein? Essentiellement, à cause que j'inverse x et y, sinus, on a vu tantôt qu'il était pris entre 1 et moins 1.
ce qui est normal parce que le rayon qu'on utilisait, c'était 1. Là. Donc, la valeur est prise entre 1 et moins 1. Ben, arcsin, c'est sûr que sa valeur en x va être prise entre 1 et moins 1. Et la valeur de l'image, voulant dire les valeurs de y qui peuvent aller chercher, ça, c'est l'affaire qu'on a limitée. On l'a limité à moins pi sur 2, puis à pi sur 2. Pourquoi ces valeurs-là? Parce qu'on voulait avoir la gamme complète, puis on voulait être proche de 0, essentiellement. Vous allez voir que pour cosinus, ça ne sera pas la même image qu'on va utiliser. Ça va être de 0 à pi. C'est pas important de savoir ça en détail. La raison pourquoi je mets un accent là-dessus ici, c'est que votre calculatrice, elle répond à cette restriction-là. Voulant dire que si vous faites arcsin d'une valeur, immanquablement, la valeur qu'elle va vous donner va être entre moins pi sur 2 et pi sur 2. En degrés, ça serait entre moins 90 degrés et 90 degrés. Toutes les valeurs que ça va vous donner vont être là-dedans. Donc, juste quelque chose à garder en tête et on va voir plus en détail dans la résolution d'équations comment est-ce que ça affecte notre résolution d'équation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez faire arcsin, ça va toujours être entre ces deux valeurs-là que ça va vous donner. Petite remarque ici, petite remarque, mais en même temps remarque importante. Sur votre calculatrice, la fonction arcsin n'est pas écrit arcsin, la plupart du temps est écrit sin à la moins 1. Ça, c'est parce que le exposant moins 1 veut dire différentes choses dans différents domaines des mathématiques. Puis c'est très mélangeant, là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, premièrement, je devrais dire ça. Moi, je vais vous demander d'écrire arcsin, pas sin à la moins 1. Okay? Pourquoi? Parce que l'exposant moins 1, dans le contexte de la calculatrice, veut dire que c'est fonction réciproque. Hein? Vous vous rappelez quand vous avez vu fonction réciproque, la manière qu'on écrivait ça, on écrivait f à la moins 1. Puis ça, le problème avec ça, c'est que nous, moins 1, ça veut dire quelque chose d'autre. Exposant moins 1 veut dire 1 sur. Hein? Si je vous dis sin à la moins 1, ça veut dire 1 sur sin. Ça ne veut pas dire arcsin. Et c'est deux choses complètement différentes. Pourquoi ils ont mis qu'il y a cette confusion-là? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais les calculatrices, la plupart vont écrire sin à la moins 1 comme voulant dire arcsin. Donc, je vous demande d'écrire arcsin parce que, comme j'ai dit, nous, l'exposant moins 1 veut dire quelque chose de complètement différent. Selon moi, à place de la fonction réciproque, à place d'avoir exposant moins 1, il devrait mettre exposant R et ça réglerait tous les problèmes. Mais juste sachez que sur la calculatrice, il est écrit comme ça. Mais j'aime ça, je veux que la fonction réciproque de sinus, vous me l'écrivez comme arcsin. Et évidemment, c'est la même chose pour les autres fonctions trigo. Si vous nécessitez plus de détails là-dessus, je vous invite à venir me voir dans mes disponibilités. C'est une affaire qu'on peut discuter longtemps de c'est de où elle vient. Là, je sais que ça peut être mélangeant, mais pour l'instant, je veux garder ça court le plus possible. Donc, si vous voulez plus de détails, venez me voir en dispo, ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, on va regarder maintenant avec les fonctions trigo comment ça affecte le domaine. Essentiellement, sin, cos, hein, on a vu que il n'y a pas vraiment de restriction, ça va de moins l'infini jusqu'à l'infini et c'est périodique, hein, ça oscille. Donc, il n'y a pas vraiment de restriction là-dessus. On a vu tout à l'heure que tangente, par exemple, en avait une. On va le regarder dans 2 secondes dans C. Là. Mais allons-y premièrement avec le A. Bien, le A, que je mette n'importe quelle valeur de X, cosinus, je peux le faire sur n'importe quelle valeur, ça ne change rien. Donc, le domaine, c'est simplement les réels. Par contre, on peut avoir comme en B une fonction trigo dans, mettons, un dénominateur. Et on sait que la division, il ne faut pas qu'elle soit égale à 0. Donc, il ne faut pas que cette expression-là qu'on a au dénominateur soit égale à 0. Donc, si je fais la résolution de ça, ça va me donner les points qu'il va falloir que j'exclue. Encore là, le carré qui est écrit ici fait référence à sin au carré au complet. Comme on a vu, c'est la même notation qu'on a vue avec les logarithmes la semaine passée. Donc, essentiellement, quand on va l'envoyer de l'autre côté, il va devenir un racine. Il ne faut pas oublier de faire plus ou moins. Donc ici, tout ce que j'ai fait, c'est que d'un coup, j'ai mis mon dénominateur égal à 0. J'ai isolé mon sinus. Et là, ça, vu que j'ai un plus ou moins, vraiment, j'ai deux endroits. J'ai sinus peut être égal à 2 ou peut être égal à moins 2. C'est les endroits qu'il faut... donc, sinus égale à 2 ou sinus égale à moins 2. Si je trouve une valeur de x qui répond à ces équations-là, ben, ça va être les valeurs, encore là, qu'il va falloir que j'enlève du domaine, parce que ça va causer une division par 0. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire arcsin de 2. Mais on a dit, hein, le domaine de arcsin, c'est pris entre moins 1 et 1, donc je ne peux pas me rendre à 2. Ou si on veut, sinus de x égale à 2, ben sinus, on a dit qu'il était pogné entre 1 en haut puis moins 1. Puis là, je te demande à quel moment il est égal à 2. Ben, il n'est jamais égal à 2, il est pogné entre 1 puis moins 1. Même chose pour le moins 2. Hein? Pour le moins 2, je ne me rendrai pas non plus. Donc, essentiellement, c'est impossible. Si vous essayez de faire arcsin de 2 sur la calculatrice, ça ne marchera pas. Et même chose pour le moins 2, comme on dit, arcsin de moins 2, c'est aussi impossible. Donc, ça veut dire que à quel moment est-ce que mon dénominateur est égal à 0? J'arrive à impossible, impossible. C'est impossible que ce soit égal à 0.
Donc, j'ai aucun point à enlever et je peux dire que mon domaine, c'est les réels aussi. Finalement, on regarde le C. L de x est égal à tangente de x. Donc, comme j'ai dit, tangente, c'est sin sur cos. Donc, à quel moment que j'ai... Encore là, ça correspond tout simplement à une division par 0. À quel moment est-ce que cosinus est égal à 0? J'ai une division à 0 à ce moment-là. Et dans mon cercle trigo, ici, j'ai fait une petite esquisse là, vraiment brouillon. Mais essentiellement, je sais que la valeur de cosinus, c'est la valeur de x. Là, faites attention, puis ça, on va faire cette distinction-là. Là. Moi, quand je dis cos de x ici, là, le x, c'est pas le même x qu'on travaillait dans le cercle trigo. Dans le cercle trigo, on avait x, y et on avait l'angle θ. Ici, la valeur qu'on a mis à l'intérieur d'un cosinus, c'est toujours un angle à l'intérieur d'un cosinus. Hein, c'est toujours un angle. Donc vraiment, le x ici correspond à notre θ dans le cercle trigo. Je sais que c'est mélangeant, là, mais le x ici, c'est pas le x de notre cercle trigo, c'est l'angle. Donc à quel moment est-ce que cos de quel angle me donne 0? Cos de pi sur 2 et cos de 3pi sur 2 me donne 0. Parce que cosinus correspond à la valeur en x dans notre cercle trigonométrique. Là, je le sais que j'en ai perdu quelques-uns. C'est là la confusion qui vient avec la fonction trigo. Là. Il y a plein de choses qui peuvent un petit peu être mélangeantes. Essentiellement, si vous voulez me suivre là, avec ce que je dis, là, remplacez le x ici par θ, puis ça va correspondre à ce qu'on a fait avant. Donc, c'est comme si je vous demandais cos de θ est égal à 0. Mais tu vas me dire, ah, mais cos de θ, c'est la valeur en x. Hein, dans nos coordonnées, c'est la première, cossin, comme on avait dit. Donc, vu que c'est la valeur en x, à quel moment est-ce que x vaut 0 dans le cercle trigonométrique? Bien, le segment que j'ai mis en rouge, c'est tous les endroits où x vaut 0. Et l'angle qui correspond ici à l'intersection, c'est pi sur 2 et 3pi sur 2. Donc, ça nous donne ces deux valeurs-là. Ça, c'est les valeurs qu'il va falloir enlever. Par contre, la question me dit, je veux le domaine de tangente entre 0 et 3pi. Mais il y a d'autres choses entre 0 et 3pi. Hein. Il y a d'autres valeurs parce que 3pi, c'est plus qu'un tour au complet. Je peux faire plus qu'un tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes valeurs et ça, c'est les deux valeurs entre 0 et 2pi. Par contre, je peux leur rajouter des tours pour voir que chacun me donne, le premier me donne 5pi sur 2 et le deuxième me donne 7pi sur 2. Donc, j'ai rajouté un 2pi à chacune des deux valeurs. Par contre, le premier est effectivement plus petit que 3pi. Le deuxième, par contre, est plus grand que 3pi. Ce qui veut dire que lui, vraiment, je n'ai pas vraiment besoin de l'exclure entre 0 et 3pi. Pour ce qui est de notre domaine, on peut dire que c'est donc l'intervalle entre 0 et 3pi, sauf les trois valeurs qu'on a trouvées, les deux premières entre 0 et 2pi, et la première qui est encore en dessous de 3pi lorsqu'on a rajouté des tours. Donc, on va travailler maintenant la résolution d'équations trigonométriques. Donc, on va parler des étapes dans pas trop longtemps, mais pour l'instant, je vais vous montrer un exemple avant de se lancer dans les détails. Tout ce que j'ai mis, là, je ne vais pas vous mélanger, mais c'est encore une fois, comme je vous avais dit, c'est voulu que je le fasse comme ça, parce qu'il faut s'habituer à le faire de même. Mais ici, voici la question. Sinus de x est égal à 1/2. Le x ici, c'est pas le x qu'on a dans le tableau du cercle trigonométrique. Le x ici correspond à l'angle, donc ça correspond à notre θ. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans l'encadré, x correspond à l'angle. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cet encadré-là, quand j'écris x, vraiment, c'est l'angle. À l'extérieur, les explications que je fais avec le cercle trigonométrique, dans ce cas-ci, c'est le θ et x comme étant l'axe des x ici et l'axe des y dans mon cercle trigonométrique. Allons-y. Donc, la première chose que je peux faire, c'est que je peux carrément faire arc de sinus sur ma calculatrice, arc sinus de 1/2. Ça va me donner pi sur 6. Encore là, si votre calculatrice est en radian, très important. Si des fois vous avez un piton pour mettre, disons que ça va vous sortir le décimal, vous avez un piton qui va vous dire de comment le mettre en fraction comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est que je vais diviser par pi, je vais regarder qu'est-ce que ça me donne. Puis là, je vais voir que c'est un 6e. Donc, en divisant par pi, ça me permet de voir c'est quoi la fraction qui multiplie le pi dans ma réponse. Donc, ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est de regarder dans le cercle trigonométrique. C'est quoi sin est égal à 1/2? Mais on voit ici, là, à cet endroit-là, le sinus, qui est la valeur en y, vaut 1/2. À cet endroit-là aussi, il vaut 1/2. Fait que quand on dit sinus est égal à 1/2, on est en train de demander à quel moment est-ce que y est égal à 1/2. Ça me dessine ce segment-là vert, essentiellement. Ça, c'est la hauteur 1/2 dans mon graphique. Dans mon cercle trigo, je devrais dire. Donc, on a nos deux valeurs. On a cette valeur-là qu'on vient de trouver, qui est pi sur 6, hein, qui me forme un angle ici, θ.
Mais il y a aussi ce segment-là ici qui me forme, qui est un autre angle à laquelle ma valeur vaut une demi. Puis on peut voir, on peut lire directement qu'ici c'est pi sur 6 sur le tableau et 5 pi sur 6. Donc le cerf-trigo me les donne déjà directement, c'est très très rapide dès qu'on va voir quelle valeur vaut une demi. Ici, ce que je veux faire, c'est vous montrer la relation qui existe. Mettons que j'avais calculé avec la calculatrice et que ça m'avait donné un chiffre qui n'était pas pile dans le cercle trigonométrique. Comment est-ce que j'irais chercher la deuxième valeur? Parce que la plupart du temps, il va y avoir deux valeurs. Pourquoi? Ben, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Hein? À quel moment est-ce que y vaut une demi? Ben, ça touche à deux endroits le cercle. Puis même si je bouge pour différentes valeurs, ça va toucher à deux endroits, sauf là, à l'extrémité haute et à l'extrémité basse. Donc, ce qu'on remarque, c'est que l'angle qui est formé ici est le même que l'angle qui est formé de l'autre côté. Donc ça me donne une idée de l'angle. Par contre, on ne peut pas dire, bon, lui, c'est égal à pi sur 6, c'est mon θ si on veut. Mais l'autre bord, le problème, c'est que ça ne commence pas avec l'axe des x. Ça veut dire qu'il va falloir plutôt que j'aille chercher l'angle que j'ai mis en rouge ici. Donc c'est quoi? Parce qu'il faut toujours que je parte par l'axe des x. Mais comment est-ce que je fais pour trouver l'angle qui est en rouge? Bien, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer de ce côté-ci et me rendre jusqu'à pi. Voulant dire, je fais un demi-tour et après ça, je peux enlever l'angle que j'ai trouvé et ça va me donner exactement ce que je cherche en rouge ici. En d'autres mots, je peux faire pi, après ça, enlever mon θ et ça va me donner exactement l'angle rouge que j'ai là. Ça, c'est vrai pour ce qui est dessiné là, mais c'est vrai aussi pour n'importe quel angle lorsque je travaille avec sinus. Hein? Lorsque je travaille avec sinus égal à quelque chose, cette relation-là va toujours être vraie. Essentiellement, vous pouvez essayer, puis on va le faire dans 2 secondes, mais bougez le segment vert et vous allez voir que ça va répéter la même relation essentiellement. Et cette relation-là peut être écrite de cette manière-là, voulant dire, si je fais sinus d'un angle, ben, je peux faire sinus de pi moins cet angle-là et ça me donne la même chose. C'est pas la même chose que ce qu'on a vu tantôt. Tantôt, on a dit je peux rajouter 2 pi, je peux rajouter des tours. Et ça, c'est vrai pour sin, c'est vrai pour cos, c'est vrai pour tan, c'est vrai pour sec, c'est vrai pour n'importe quoi. Par contre, cette relation-là qu'on vient de voir est seulement vraie pour sinus. Okay? Le sinus de l'angle est égal à sinus de pi moins l'angle. Pourquoi c'est important? Pour aller chercher notre deuxième réponse dans notre cercle au complet. Hein? On vient de voir, puis on le voit très bien ici, qu'il y a deux réponses. Et on a vu que c'était pi sur 6 et 5 pi sur 6. Mais supposons que j'avais pas ça de dessiné. Ben, qu'est-ce que je ferais pour trouver le deuxième? Ben, ce que je ferais, c'est que j'irais chercher ma deuxième réponse en faisant pi moins la valeur que j'ai calculée. Ah, c'est ça que ça nous dit l'encadré ici. Pi moins la valeur que j'ai calculée, qui dans ce cas-ci est pi sur 6. Et ça va me donner, après un petit peu de calcul, ça va me donner 5 pi sur 6, qui est ce qu'on voyait directement dans le graphique. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste le lire directement dedans? Et évidemment, si c'est un point remarquable, voulant dire si c'est une valeur que vous voyez dans le cercle trigonométrique, allez-y directement, pas besoin d'utiliser cette relation-là. Par contre, si je n'avais pas fait égal à une demi, mais j'avais fait égal à 0.2749, mettons, puis j'aurais fait arcsin, ça m'aurait donné une valeur d'angle. Comment je vais chercher mon deuxième angle? Il y en a un deuxième, hein? Puis ça c'est vrai, comme j'ai dit, pour n'importe quel mouvement du segment que je fais. On va en faire un autre pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un segment un petit peu plus haut. Encore là, j'en ai pris un qui tombe sur un point, mais vous pouvez imaginer que ce qu'on va faire là ne tombe pas sur un point. Ce serait le même principe. Donc ici, j'aurais une valeur à pi sur 4, donc j'ai une valeur de cet angle-là. J'ai le même segment de l'autre côté qui me donne la même valeur. Ici, ça aurait été racine carrée de 2 sur 2 pour le sinus. Et encore là, j'ai le même angle à gauche, ce qui veut dire que pour aller chercher cet angle rouge-là, je vais faire pi moins θ. Donc l'angle que j'ai trouvé ici, qui dans ce cas-ci est pi sur 4 parce que je suis pile dessus, si je fais pi moins pi sur 4, ça va me donner 3 pi sur 4. Okay, je peux le lire directement comme ça. On peut le faire aussi avec en bas. En bas, c'est un petit peu plus mélangeant parce qu'il y a des négatifs qui rentrent, hein, voulant dire ici, comme j'ai dit, quand vous faites arcsin, ça va vous donner une valeur négative. Donc ici, ça vous donnerait moins pi sur 3. Moins pi sur 3 qui correspond à 5 pi sur 3. Hein? Essentiellement, c'est si on prend moins pi sur 3 puis on fait un tour au complet, on va arriver sur 5 pi sur 3. C'est deux valeurs équivalentes à l'intérieur d'un sinus, bien sûr. Ben, encore là, cet angle-là se dessine de l'autre côté. Donc, ce que je peux faire, c'est que quand je vais dessiner le segment en rouge qui est ici, là, vous voyez, il y a deux manières de le voir. Soit vous pouvez le voir comme, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pi, donc j'ai fait la moitié d'un tour, et j'ai rajouté l'angle ici, qui est pi sur 3. Hein, cet angle-là, c'est pi sur 3. Donc, j'ai fait un demi-tour, puis après ça, j'ai rajouté pi sur 3. Ou vous pouvez le voir comme j'ai fait un demi-tour et j'ai soustrait
moins pi sur 3. C'est comme ça que dans la formule, ça va le faire. Je vais faire pi moins pi sur 3. Ça va revenir à faire, j'ai pris un demi-tour et j'ai ajouté pi sur 3. Donc, vous voyez dans la relation, ici je vous l'ai mis, ça revient de toutes les deux manières de le voir, ça revient à 4 pi sur 3, qui est notre deuxième réponse. Encore là, je vous rappelle, si vous êtes capable de le lire sur le Certrigo, allez-y. Par contre, si je suis entre les points, si je ne suis pas pile dessus, la logique va être que je vais faire pi moins l'angle que j'ai trouvé en faisant mon arc sinus ici. OK? Même principe pour le cos. Par contre, là, tout à l'heure, on avait une droite horizontale parce que je voulais avoir, c'est quoi la valeur lorsque y vaut, mettons, une demi. Là, c'est cosinus, ce qui veut dire que je veux savoir à quel moment, vu que c'est cosinus, on parle de la valeur de x dans mon Certrigo. Encore une fois, je vous rappelle que dans l'encadré, x correspond à l'angle. Là, moi, quand je parle de x dans le Certrigo, je parle de la valeur coordonnée abscisse, si on veut. OK? Donc, à quel moment est-ce que l'abscisse vaut une demi? Ça vaut une demi lorsque je suis ici. Ou ici, il n'est pas tout à fait droit, là, mais vous comprenez le principe, ça devrait être pile sur le point ici. Là. Donc, une demi ici, ça veut dire que j'ai ce segment-là. Donc, si je fais cos de pi sur 3, ça va me donner une demi, parce que c'est la coordonnée en x. Ça, c'est ce qu'on a vu tantôt. Mais aussi, si je vais chercher à 5 pi sur 3. OK? Encore là, arc cos va vous donner pi sur 3 dans votre calculatrice, mais ne va pas vous donner 5 pi sur 3. Il vous donne juste une valeur. OK? Donc, vous avez, mais la deuxième valeur, on veut toujours l'avoir positive. C'est une bonne idée d'être capable d'aller la chercher positive. Donc, c'est l'angle, le 5 pi sur 3. C'est la partie en rouge que j'ai mis ici. Donc, si je veux savoir à quoi ça correspond au point de vue de la formule, vous pouvez voir que vraiment, ce qui arrive, c'est que je peux faire un tour au complet. Je fais un 2pi. Et après ça, j'enlève l'angle bleu, qui est celui que j'ai trouvé en haut. Si je bouge mon segment vert de gauche à droite, le bleu va ouvrir et va fermer ensemble. Et l'angle qui est ici, le triangle en haut, va être la même chose que le triangle en bas. Donc, je peux faire un tour complet et enlever un triangle, qui est une longueur dans ce cas-ci de pi sur 3. Et ça va me donner l'autre valeur que je cherche. Ça veut dire que si je fais cosinus de θ, ou si je fais cosinus de 2pi moins θ, ça va me donner exactement la même chose. Donc, ça, c'est une manière de l'écrire. Vous avez peut-être vu l'autre manière de l'écrire qui est, je peux faire cosinus de θ, c'est la même chose que cosinus de moins θ. Encore là, c'est juste vrai pour le cosinus. Voulant dire, dans un cosinus, si je m'en vais dans les positifs de pi sur 3 ou si je m'en vais dans les négatifs de pi sur 3, ça va me donner la même valeur en x. Et on peut très bien le voir ici que si je vais positif pi sur 3 ou négatif pi sur 3, ça revient au même. C'est un petit peu ça que ça dit. Vous voyez ici, là, j'ai un 2pi à l'intérieur, mais vous pouvez voir ça comme un tour de plus. J'ai pris moins pi puis j'y ai rajouté un tour complet. Ces deux formules-là reviennent au même. Si vous vous rappelez de cosinus de θ est égal à cos de moins θ, c'est ça que vous voulez utiliser. Allez-y, j'ai aucun problème avec ça. J'espère que je n'ai pas perdu trop de monde. Encore là, c'est des choses qui, techniquement, devraient déjà avoir été vues en secondaire 5 quand vous avez vu le cercle trigonométrique. Mais je m'assure que tout le monde, au moins, voit ça là, rafraîchir dans la tête. Là. On va utiliser ça lorsqu'on fait de la résolution, d'application, d'optimisation avec la fonction trigo. Donc, allons-y avec le cos d'une demi. Cos d'une demi, je peux faire arc cos d'une demi et ça me donne pi sur 3. Ou je peux aller le lire dans mon tableau qui me donne pi sur 3. J'ai besoin d'aller voir ma deuxième solution. Si c'est un point dans le cercle trigonométrique, on y va directement. Puis, je peux voir que c'est 5 pi sur 3. Supposons que je ne l'ai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette formule-là. Je vais faire 2pi moins la réponse que j'ai trouvée. Bon, ici, c'est dans l'ordre inverse, mais ce n'est pas vraiment grave. C'est 2pi moins la réponse que j'ai trouvée. Et ça va me donner 5 pi sur 3, qui est ce qu'on peut lire sur le cercle trigonométrique. Encore une fois, si c'est sur le cercle, allez-y sur le cercle, c'est moins compliqué. Mais si vous ne l'avez pas sur le cercle, c'est bon de connaître la relation pour aller chercher la deuxième solution. Tangente, on peut faire une réflexion similaire. Tangente est un petit peu plus spécial parce que dans le tableau, j'ai cosinus qui est mes valeurs en x, j'ai sinus qui est mes valeurs en y, mais je n'ai pas vraiment rien qui est tan. Mais comme on a dit tantôt, tan, c'est sin sur cos, ce qui veut dire que ça correspond à y sur x. OK, donc on va utiliser ça maintenant. Mais supposons là, que je me pose pas trop la question de où est-ce que c'est là-dedans et que je fais juste faire arctan de racine carrée de 3. Hein, c'est ça une fonction réciproque. Je prends tan, j'envoie l'autre bord d'égalité, il devient arctan. Pas écrire tan à la moins 1, mais écrire arctan. Et vous allez trouver pi sur 3. Pourquoi est-ce que pi sur 3, ça fonctionne? Je l'ai dessiné ici. Pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là que tan de pi sur 3 va donner racine carrée de 3? Mais comme j'ai dit,
tan, c'est sin sur cos, qui correspond à y sur x. Et on peut voir que ici, si je fais y sur x, je prends la valeur de y, qui est racine carrée de 3 sur 2, et je le divise par une demi, ça va effectivement me donner racine de 3. Hein, c'est pour ça, c'est que si je fais la valeur du y divisé par la valeur du x, ça va me donner la valeur de tangente, qui est racine de 3, que je voulais avoir. Par contre, la raison pourquoi que je me sers, parce que là, on est avec le arctan, ça va très bien, là, on fait le arctan, on trouve la première solution. La raison pourquoi je vous explique ça, c'est pour vous expliquer d'où vient la deuxième solution, d'où vient la formule qu'on va voir. Ben, si y sur x me donne racine carrée de 3, quel autre endroit dans le cercle trigonométrique qui va aussi me donner racine carrée de 3? Essentiellement, il y a un autre endroit, il y a un autre point, et ce que ça va être, c'est qu'il faut juste réaliser que y sur x, c'est égal à moins y sur moins x. Essentiellement, si les deux ont changé de signe, si je change le signe d'en haut et le signe d'en bas, ma fraction va rester le même. Ce qui veut dire que ici, je peux voir ça comme étant moins racine carrée de 3 sur moins une demi. Je change les signes des deux. Et on peut voir que ça va donner le même résultat. Ça va quand même donner mon racine carrée de 3, évidemment. J'ai juste changé le signe deux fois. Bien ça, il y a un point que les deux sont négatifs. Hein? Puis on peut le voir ici. C'est directement ici à côté de moi. Donc à cet endroit-là, ça a exactement les mêmes valeurs qu'en haut à droite, mais négatives. Essentiellement de signe inverse. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle tangente, essentiellement, vu que c'est y sur x. Dès que vous allez trouver une valeur directement opposée dans le cercle trigonométrique, vous allez trouver les mêmes valeurs, mais négatives. Ou, je devrais dire, mais avec des signes inverses. Donc, ça veut dire que l'angle ici, on peut voir que c'est 4π sur 3. Ça veut dire que tan de 4π sur 3, évidemment, vous pouvez l'essayer, va aussi vous donner racine carrée de 3, parce que si je fais la valeur de y divisée par la valeur de x, ça va aussi me donner racine carrée de 3. Et ce qu'on voit essentiellement ici dans l'esquisse que j'ai faite, c'est que l'angle ici que je veux avoir en rouge, là, qui est mon 4π sur 3, bien tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon π sur 3, et après ça, j'y ai rajouté un demi-tour. Je peux y rajouter π. Et lorsque je fais tan de cet angle-là, ça va me donner la même valeur que mon angle de départ. En d'autres mots, tan de θ est égal à tan de θ plus π. Donc comme vous voyez, sin a sa relation. Sin, c'est π moins θ. Cosinus a sa relation, c'est 2π moins θ. Et tan a sa relation, c'est π plus θ, si on veut. OK? Donc, vous pouvez techniquement les apprendre par cœur. Moi, personnellement, je ne les connais même pas par cœur. Je fais ça dans ma tête à chaque fois pour les retrouver. Tan, je sais, il faut que je fasse l'opposé à cause de la logique que je viens de vous donner. Donc, je vais y rajouter un demi-tour. Sinus, je sais qu'il est comme ça. Les deux angles sont sur les deux bords, donc je peux faire demi-tour moins mon angle. Puis cosinus, je sais que ça rouvre de même, donc je peux faire un tour complet puis enlever mon angle. C'est ça qui se passe dans ma tête. Juste, à force de le faire, à un moment donné, ça se fait rapidement. Là. Donc, ici, ça veut dire que ma deuxième solution, si supposons je ne l'avais pas directement, je pouvais la lire dans le cercle trigonométrique, j'ai juste besoin de prendre la valeur π sur 3 et d'y rajouter un demi-tour. Et ça va me donner 4π sur 3, qui est ce qu'on peut lire directement ici. Évidemment, ça c'est pour les valeurs. Trouver la deuxième réponse quand ce n'est pas dans le cercle trigonométrique, c'est là que ces relations-là vont être utiles. Donc ici, on va mettre tout ça ensemble pour essayer de voir comment on résout une équation trigonométrique en général. Donc jusqu'à maintenant, on avait sin, cos, tan isolé, mais si dans un scénario comme on a là, sin, cos ou tan qu'on est en train de travailler n'est pas isolé, la première chose à faire, c'est de l'isoler. Donc la première étape, on isole. La deuxième, moi j'ai tendance à tout de suite, on pourrait changer un peu l'ordre, mais j'ai tendance à dessiner cette représentation-là dans mon cercle trigonométrique. J'ai pas besoin de prendre mon cercle trigonométrique, je fais juste me faire un rond, un esquisse comme vous avez vu tantôt, et je regarde, moins une demi devrait être où? Sin est égal à moins une demi veut dire quoi? Maintenant, je suis en dessous de l'axe des x. Fait que ça devrait avoir l'air, lorsque je représente, de quelque chose comme ça. Mon y est égal à moins une demi est là. Fait que déjà là, j'ai une idée que je devrais avoir une réponse dans mon troisième cadran, puis je devrais avoir une réponse dans mon quatrième cadran. Encore là, vu que c'est moins une demi, on va être capable de le lire directement dans le cercle trigo, mais mon but là, c'est qu'on pratique un peu à comprendre qu'est-ce qui arriverait si on n'était pas dans le cercle trigo, parce qu'on va en faire aussi. L'étape 3, c'est de trouver c'est quoi essentiellement mes angles. Donc la valeur provient d'un angle remarquable. Si c'est dans le cercle trigo, on va juste lire les solutions. Sinon, on détermine la première solution. Donc ça ici, c'est vu qu'on est capable de lire directement dans le cercle trigonométrique. Si on n'avait pas été capable, il aurait fallu faire arc sinus de moins une demi et on aurait obtenu moins π sur 6 comme étant notre réponse.
Encore là, vous allez remarquer que moins pi sur 6, c'est négatif. Même si on était capable de le lire dans le cercle Trigo, hein, on avait obtenu 7 pi sur 6 puis 11 pi sur 6, si vous allez voir dans votre cercle Trigo. Mais là, ça me donne moins pi sur 6. Fait qu'on peut être comme... C'est même pas une de mes deux valeurs. Comme je vous rappelle, arcsin dans votre calculatrice, ça sort seulement les valeurs entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Okay? Donc, si je veux avoir l'équivalence, il va falloir que je rajoute un tour. Ça, c'est optionnel, juste pour vous montrer la relation ici. Tout ça pour dire là, que moins pi sur 6 et 11 pi sur 6, c'est pas deux réponses différentes. C'est le même point sur le cercle trigonométrique. Fait que jusque-là, là, on a, que ce soit moins pi sur 6 ou 11 pi sur 6, c'est juste une réponse. Il faut aller chercher notre deuxième réponse. Et notre deuxième réponse, on va aller la chercher avec la relation qu'on a parlé tantôt. Vu qu'on est en train de trouver un sinus, hein, si on veut le moins pi sur 6, c'est l'angle qu'on a ici, là, vu qu'on était dans les négatifs. Ben, ce que je peux faire, c'est que je vais prendre un demi-tour et je vais lui rajouter pi sur 6. Et ça va me donner mon deuxième angle. Donc, je vais prendre un demi-tour et je vais lui rajouter pi sur 6 et ça va me donner 7 pi sur 6 qui est mon autre angle. Ou si on veut, la relation qu'on avait vue, c'est pi moins pi sur 6. C'est là que le double moins peut être un petit peu mélangeant. Là. Et ça va nous donner 7 pi sur 6. Je sais que c'est mélangeant, je sais que c'est pas évident. C'est pour ça que je fais le rappel. Donc j'espère que ça vous aide à faire la résolution d'équations. C'est pas la chose la plus simple, là. La trigonométrique, à cause de la périodicité qu'il y a, là, ça peut devenir un petit peu mélangeant. Là. Donc, cette relation-là qu'on avait, puis moins l'angle que j'ai trouvé en faisant mon arcsin, me donne ma deuxième réponse. Très important, souvent le monde a tendance à juste me prendre ma réponse puis rajouter 2 pi dessus, puis dire « Ah, voilà ma deuxième ». C'est pas une deuxième réponse, c'est la même réponse, c'est arrivé au même point. Pour trouver la deuxième, il faut trouver cette relation-là spéciale qu'on vient d'établir pour les trois fonctions. D'un coup que j'ai trouvé mon moins pi sur 6 et mon 7 pi sur 6, ça c'est mes deux valeurs différentes, ben là, je suis prêt à aller faire étape 4 et étape 5. Étape 4, c'est d'ajouter ou soustraire des multiples. Donc là, pour l'instant, les solutions qu'on avait trouvées tantôt, c'était juste entre 0 et 2 pi. Par contre, comme j'ai dit, on peut faire des tours, on peut faire un nombre infini de tours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux réponses-là et on va leur rajouter des tours. Comment qu'on fait pour rajouter des tours? On ne veut pas écrire une infinité de chiffres. Donc, la manière de le faire, c'est comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu, là, c'est qu'on va y rajouter 2 pi n, où n est un entier. Voulant dire que je rajoute 2 pi multiplié par n, où n peut être égal à 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Essentiellement, ça veut dire rajoute-y des multiples de 2 pi, rajoute-y des tours d'un bord ou de l'autre, et ça va quand même être une solution. OK? Donc, je prends ma première solution, ma première réponse, qui est, c'est pas grave laquelle est la première, mais on avait trouvé deux réponses. 7 pi sur 6, on y a rajouté des multiples de tours, et 11 pi sur 6, on y a rajouté des multiples de tours. Supposons que vous avez trouvé les équivalences, mettons, de 7 pi sur 6 en degrés, puis vous voulez y rajouter des tours, bien là, ça serait 360 degrés n qu'on mettrait. Ça serait des multiples de 360 degrés. Mais nous, on va travailler en radians, donc c'est des multiples de 2 pi. Chose très importante, comme vous avez vu, c'est que je n'ai pas isolé mon θ encore. L'intérieur de mon sinus, mon 3θ ici, je n'y ai pas touché. La dernière étape, et j'ai marqué garder cette étape pour la fin, très important, c'est ensuite de ça, d'isoler mon θ en faisant la division par 3. Et ça me donne la réponse que je cherche. Pourquoi c'est très important? Parce que comme vous voyez, là, mon 2π ici est affecté par ma division par 3. Si j'avais premièrement isolé lorsque j'avais mon 7π sur 6 et mon 11π sur 6, et qu'après j'y avais rajouté des tours, ça n'aurait pas fonctionné. Il y a des raisons pour ça. Par exemple, juste rapidement là, pour vous dire, pour ceux qui sont curieux, là, la raison, c'est que 3π, sin de θ et sin de 3θ n'ont pas la même période. Hein, puis je vous encourage à aller dans Desmos, puis dessiner sin de θ et dessiner sin de 3θ. Vous allez voir que ça n'a pas la même période. Voulant dire que le temps que ça prend de faire un cycle au complet puis de revenir, c'est pas la même chose. Le truc que je vous donne de rajouter 2π à chaque fois, vous allez tout le temps juste rajouter 2π, mais c'est important que vous le faites avant d'isoler θ à l'intérieur, essentiellement avant d'isoler ce qui est à l'intérieur de votre sinus. Très important, parce que dans ce cas-là, la période va s'ajuster par soi-même. Voici les étapes que moi je vous propose de faire. Je vous dis, isolez votre sinus, ensuite trouvez votre première valeur. En fait, si vous avez le cercle trigonométrique, trouvez vos deux valeurs. Sinon, avec arcsinus, vous trouvez votre première valeur. Avec la relation qu'on a trouvée ici
avec le sinus ou le cos ou le tan, dépendamment de ce que vous faites, trouvez votre deuxième valeur. Et à ça, vous rajoutez des multiples de 2π et ensuite, vous isolez ce qu'il y avait à l'intérieur de votre fonction trigo. Ça va toujours fonctionner. Faisons un exemple avec cosinus. Donc, vous voyez ici, j'ai ma fonction cosinus. Donc, la première étape, c'est d'isoler mon cos tout seul. Donc, j'isole mon cos tout seul. Ensuite, bon, vous voyez là, c'est 0.6. Vous ne l'avez pas dans votre cercle trigo. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est la deuxième étape. On va aller le représenter en arrière de moi ici. Donc, on va aller représenter ma fonction. Donc, vous voyez que vu que c'est un cosinus, c'est ma valeur en x ici qui est fixe. Donc, et c'est 0.6, c'est pas vraiment grave exactement où est-ce que je le mets, cette droite-là. Juste pour avoir une idée, mes valeurs vont être dans quel cadran. 0.6, bon, c'est un petit peu dépassé 0.5, là, je l'ai mis ici. Essentiellement, on peut voir que je devrais avoir une réponse dans le premier cadran, puis une réponse dans le quatrième cadran. Si je fais arcsin, ça va me donner celle-là dans le plutôt arcos, ça va me donner la réponse dans le premier cadran. Donc, la première chose ici, je vais faire arcos. Donc, arcos de 0.6 me donne 0.9273. Encore là, faites attention de bien être en radian. Donc, vu qu'on est en radian ici, ça me donne ça. Et ça me dit que 7θ est égal à 0.973. Peut-être qu'on pourrait avoir tendance à diviser par 7 ici, mais comme j'ai dit, la division par 7, je vais la garder à la dernière étape, lorsque je vais avoir rejeté toutes mes périodes. Donc, ça, c'est ma première solution. J'aimerais ça aller chercher ma deuxième. Bien, ma deuxième, qu'est-ce que c'est? Bien, dans mon cercle ici, on peut voir que pour aller chercher ma deuxième, qui est ma flèche, je peux faire un tour complet et après ça, soustraire la valeur que je viens de trouver, le 0.9273, et ça va me donner ma deuxième solution. Donc, c'est ça que je vais faire. Ma deuxième réponse, ça va être 2π moins la valeur que je viens de trouver. Et ça va être ma deuxième réponse. Si on veut, ça, c'est comme θ1 à gauche et θ2 à droite. Et là, je peux maintenant, d'un coup que j'ai trouvé ça, c'est ma deuxième solution, peut-être isolée ici, là, donc 5.3558. Ça, c'est ma deuxième solution. D'un coup que je suis là, je suis prêt à ma quatrième étape et ma cinquième étape. Ma quatrième, c'est de rajouter mes périodes, parce que je ne veux pas juste entre 0 et 2π, je veux avoir toutes les valeurs possibles. Donc, je rajoute essentiellement, ici, je suis là, mais je peux faire un tour, puis après ça, faire un autre tour, ou faire un tour dans l'autre sens, ça revient au même. Je vais arriver au même point. Donc, je vais rajouter des multiples de 2π, et pour chacune des deux valeurs. Ici, n est un entier. Je ne vais pas trop être sévère sur l'écrire ou pas l'écrire, mais il faut comprendre ici que n est un entier. Si je mettais une fraction, si je mettais une demi, ben là, je ne fais pas des tours complets. Il faut que ça soit des entiers. Et là, d'un coup que je suis là, j'ai toutes mes réponses possibles. Tout ce qui me reste à faire, c'est isoler mon θ en divisant par cette réponse-là et cette réponse-là. Et là, ça, ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel entier n que vous mettez là-dedans, ça va donner un angle que lorsque je vais le mettre dans la formule de départ, ça va répondre à l'équation. OK? C'est pas évident, la résolution d'équations trigonométriques. Je le sais qu'il y a beaucoup de choses à cause de la périodicité puis à cause de ce phénomène-là d'avoir deux réponses pour une seule valeur. J'en conviens que c'est difficile. Donc, il faut le pratiquer. J'en fais un dernier avec vous, puis après ça, vous allez voir qu'à la page suivante, il y a des exercices que vous pouvez vous pratiquer. Donc, G tangente, la première chose, c'est de l'isoler. Il est déjà ici. Je peux faire ma deuxième étape, qui est de la représenter dans un cercle trigonométrique. Vous avez vu ici que, bon, pour le tangente, c'est un petit peu moins évident, là. Si par exemple, j'ai fait le arctan, ben, le arctan me donne 0.54, donc je peux voir que l'angle, ça devrait être 0.54. Je l'ai dessiné ici, là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans un tan, la deuxième valeur va être directement opposée, comme j'ai dit. Donc, d'un coup, vous avez fait votre arctan pour trouver votre première solution. Pour aller chercher votre deuxième, il va juste falloir prendre votre angle que vous venez de trouver, le 0.54042, et d'y rajouter un demi-tour, donc d'y rajouter un pi, et ça va vous donner votre deuxième réponse, qui est 3.682. D'un coup que j'ai ça, c'est mes deux réponses. Donc, celle-là dans le premier cadran et celle-là dans le troisième cadran. En passant, je dis ça à l'affaire des cadrans depuis tantôt, je ne l'ai pas trop utilisé. Si vous voulez vérifier, au moins que vos réponses sont dans la bonne place, vous pouvez vérifier c'est quoi les cadrans. Hein? Donc, entre 0 et pi sur 2, c'est le premier. Entre pi sur 2 et pi, c'est le deuxième, etc. Donc, d'un coup que j'ai trouvé mes deux réponses, j'isole pas, je ne fais pas ma division par 4 tout de suite. Toujours avant, j'y rajoute ces tours. J'y rajoute les tours où est-ce que n est un entier. Donc, pour la première réponse et pour la deuxième réponse, je leur rajoute leur tour. Et après ça, je peux faire la division par 4 et ça me donne toutes mes réponses. J'ai tendance à dire mes deux réponses, mais vu que n
il y a une infinité de possibilités. J'ai une infinité de réponses ici qui sont écrites. Et ils sont toutes écrites en ce moment, à cause que n peut prendre une infinité de valeurs. Donc on est venu à bout. Je sais que c'est une vidéo qui est assez longue. C'est des choses que j'espère que vous avez déjà vues. Je comprends que la maîtrise est peut-être pas encore là. C'est pour ça qu'on le pratique. C'est pour ça que je fais un rappel. C'est pour ça que je prenais le temps de bien, en tout cas j'espère bien expliquer tout ce qu'on va utiliser. Pas juste prendre pour acquis que vous les connaissez parce que vous êtes supposé les avoir déjà vus. Je vous rappelle les trois fonctions ici, le sinus, le cosinus, le tangente, pour trouver la deuxième valeur. Pour le sinus, c'est pi moins θ. Pour le cosinus, c'est 2pi moins θ. Pour le tangente, c'est θ plus pi. Donc, c'est les trois. Vous pouvez techniquement les apprendre par cœur, mais j'espère que mes explications vont faire que vous n'aurez pas besoin. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.